bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les fondements historiques de l'Inquisition. L'Inquisition, institut complexe et controversé, trouve ses racines dans un contexte médiéval marqué par des bouleversements religieux et sociaux profonds. À l'époque, l'Europe chrétienne était confrontée à une pluralité de croyances, souvent perçues comme des menaces à l'unité de la foi et à la stabilité politique. Ce climat d'incertitude a conduit à l'émergence d'une institution dont la vocation principale était d'identifier et de corriger la dissidence religieuse dans le but de préserver un ordre perçu comme divinement légitime. Le processus de cristallisation de l'Inquisition s'inscrit dans la volonté des autorités ecclésiastiques et royales de centraliser le contrôle doctrinal. Dès le XIe siècle, plusieurs hérésies, notamment le catharisme dans le sud de la France, suscitèrent une vigoureuse réaction. Ces mouvements concurrençaient l'autorité de l'Église catholique, contestant certains dogmes fondamentaux. La peur d'une contagion spirituelle accompagnée de troubles sociaux engagea les responsables à chercher des moyens de répression adaptés. L'Inquisition devint ainsi un instrument institutionnalisé destiné à détecter et à neutraliser ces courants hétérodoxes. Historiquement, l'Inquisition tire également son origine des pratiques judiciaires médiévales qui fusionnaient pouvoir religieux et pouvoir temporel. La distinction entre le sacré et le politique y était souvent floue. Les autorités croyaient que la pureté de la foi était indissociable de la paix sociale. L'instauration de tribunaux inquisitoriaux reflétait cette croyance, visant à maintenir une cohésion sociale fondée sur une unité religieuse stricte. L'efficacité de ces tribunaux tenait autant à la rigueur de leurs enquêtes qu'à l'atmosphère de peur qu'ils suscitaient parmi la population. Le recours à la peur comme outil de régulation sociale a marqué un tournant dans la gestion du pouvoir à cette époque. Contrairement à une simple répression punitive, l'Inquisition exploitait la crainte de la damnation éternelle et la terreur d'être dénoncé par ses pairs. Cette double menace servait à renforcer les liens du collectif autour de la norme officielle. Les mécanismes inquisitoriaux imposaient une discipline interne stricte, où le contrôle des opinions et des comportements devenait un moyen de stabiliser l'ordre public. La structure même de l'Inquisition variait selon les régions et les périodes, s'adaptant sans cesse aux enjeux politiques et religieux. Par exemple, la bulle papale du XIIIe siècle confiait aux dominicains et franciscains le rôle d'inquisiteurs, ce qui illustrait l'implication directe de l'Église dans ce système. Par ailleurs, certains souverains laïcs virent dans l'Inquisition un relais efficace pour asseoir leur autorité sur des territoires fragiles. Cette complicité entre clergé et pouvoir temporel renforça considérablement la portée et la légitimité de l'institution. L'organisation des procédures inquisitoriales reposait sur une série d'étapes bien définies, impliquant interrogatoire, collecte de témoignages et souvent recours à la torture. Bien que cette pratique ait été justifiée par les acteurs de l'époque comme nécessaire à la découverte de la vérité, elle alimenta la peur et le silence au sein des communautés. Cette méthode judiciaire contribuait à isoler les suspects, renforçant l'impression d'une surveillance perçue comme omniprésente. Sur le plan social, l'impact de l'Inquisition fut profond et durable. Elle modela les comportements et les mentalités en imposant une culture de conformité et de méfiance. La dénonciation devint un acte courant, souvent motivé par des conflits personnels ou des intérêts locaux. Le climat général se caractérisait ainsi par une grande prudence dans l'expression des convictions, au risque d'être accusé d'hérésie. Cette atmosphère pesa lourdement sur les échanges intellectuels et religieux, freinant parfois l'innovation doctrinale. Dans une perspective plus large, l'Inquisition illustre la manière dont les institutions peuvent instrumenter la peur pour asseoir leur autorité. Loin d'être un phénomène isolé, elle s'inscrit dans une longue tradition de gouvernance où la discipline collective dépasse la liberté individuelle. Ce constat invite à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir et leur traduction dans les pratiques sociales, notamment dans les sociétés où la religion joue un rôle central. La fin du Moyen Âge ne mit pas immédiatement un terme à l'Inquisition, qui évolua jusqu'à la période moderne. Par exemple, la célèbre Inquisition espagnole, instaurée à la fin du XVe siècle, témoigne de la persistance et de l'adaptation de cette institution face à de nouveaux défis politiques et religieux.
elle devint un outil au service des monarchies émergentes, tout en conservant son rôle de garant de l'orthodoxie catholique. Cette continuité montre combien la peur et le contrôle continuaient de s'entrelacer dans la gestion de la société. En somme, l'Inquisition apparaît comme la cristallisation d'un besoin profond de régulation sociale et spirituelle à une époque marquée par l'incertitude. Entre foi et pouvoir, elle a incarné un dispositif où la peur s'est muée en moteur d'ordre. Cette institution complexe et ambivalente doit être comprise dans son contexte historique global, loin de toute simplification manichéenne. Cette compréhension ouvre la voie à une analyse plus nuancée des mécanismes par lesquels la peur peut être transformée en instrument durable de relations entre gouvernants et gouvernés. Ainsi, après avoir exploré les origines et les motivations qui donnèrent naissance à l'Inquisition, il convient désormais d'examiner plus en détail ses méthodes et son impact concret sur les sociétés médiévales et au-delà. Cette exploration permettra de mieux saisir l'ambivalence de cette institution singulière et les leçons qu'elle offre à la réflexion moderne. La religion et le pouvoir au Moyen Âge. La période médiévale fut marquée par une relation étroite et complexe entre la foi religieuse et le pouvoir politique. Au cœur de cette époque, la légitimité des souverains s'appuyait largement sur une conception sacrée de l'autorité, où le religieux et le politique s'entremêlèrent. Cette alliance entre foi et pouvoir a façonné le cadre dans lequel s'est développée l'Inquisition, instrument destiné à ordonner la société par le contrôle des croyances. Le Moyen Âge, qui s'étend sur plusieurs siècles, voit naître une organisation ecclésiastique puissante, capable d'influencer les décisions des rois et des princes. Cette influence ne se limite pas au domaine spirituel, mais s'inscrit dans une volonté de réguler la vie civile en imposant une certaine uniformité de la foi. Le pape, symbole de l'autorité religieuse suprême, exerce souvent une mainmise sur les affaires temporelles par le biais d'interventions diplomatiques ou parfois de pression directe. Dans ce contexte, la peur joue un rôle fondamental. La crainte du châtiment divin et des sanctions terriennes se conjuguent pour canaliser les comportements. L'Inquisition apparaît alors comme une instance capable de maintenir l'ordre social en identifiant et en punissant les déviances. Ces pratiques, quoique souvent brutales en apparence, s'inscrivent dans une logique où la peur devient un moyen pour garantir la stabilité d'un système considéré comme ordonné par Dieu. L'Inquisition elle-même résulte de plusieurs fondements historiques et théologiques. Initiée au XIIe siècle, elle cherche à combattre les hérésies, considérées comme des menaces à l'unité de la foi chrétienne. Cette lutte contre l'hérésie se conjugue avec un désir politique de maintenir l'autorité des dirigeants, renforçant ainsi la fusion entre sphère religieuse et contrôle politique. La mise en place d'un tribunal inquisiteur se traduit par une série de procédures rigoureuses, visant à entendre les suspects et à recueillir des témoignages. L'objectif affiché est la purification de la communauté chrétienne, mais cette justice religieuse ouvre aussi la porte à des abus ou des rivalités personnelles ou politiques peuvent trouver prétexte à sévir. Il est cependant important de comprendre que cette institution ne peut être réduite à une simple machine de répression arbitraire. À travers l'histoire, on observe que l'Inquisition inspire également la crainte des populations, ce qui facilite la soumission à des normes jugées nécessaires. Cette peur institutionnalisée contribue ainsi à une forme d'ordre social, où l'idée de péché et de salut doctrinal est étroitement liée à celle de loyauté envers les autorités. La peur est alors une composante de la discipline sociale, autant qu'une contrainte spirituelle. Par ailleurs, le Moyen Âge connaît une dynamique de pouvoir où la frontière entre religieux et séculier demeure souvent floue. Les rois utilisent fréquemment la religion pour légitimer leur règne, tandis que l'Église emploie le monopole de la foi pour exercer une fonction politique. Cette interdépendance se manifeste dans les alliances et les conflits qui jalonnent l'histoire médiévale, mettant en lumière une cohabitation parfois conflictuelle, parfois complémentaire. La construction de cette alliance entre foi et pouvoir soulève aussi des questions sur la nature de l'autorité et de la liberté individuelle. La coercition exercée par l'Inquisition invite à réfléchir sur la tension entre le contrôle social et la conscience personnelle, entre la dogmatique imposée et le doute intérieur. Ces tensions ont souvent conduit à des débats théologiques et philosophiques qui perdurent dans l'historiographie contemporaine. Il faut enfin noter que les mécanismes de l'Inquisition s'étendent au-delà des sphères géographiques de la chrétienté occidentale.
Des institutions similaires apparaissent dans d'autres contextes culturels, témoignant d'une problématique universelle où la peur du désordre est instrumentalisée pour maintenir la stabilité politique et religieuse. Cette tendance souligne le rôle central joué par l'idée de pouvoir sacré dans la gouvernance médiévale. Laïcité et pouvoir politique moderne doivent beaucoup à ces formes anciennes d'organisation sociale, où la peur et la foi s'épaulaient mutuellement dans la quête d'un ordre perçu comme juste. L'Inquisition incarne ainsi cette période où la question spirituelle s'imposait comme pierre angulaire du système politique, mais aussi comme condition d'une paix sociale durable. Cette analyse historique permet de mieux comprendre comment, au-delà des mythes et des fantasmes, la peur a été utilisée comme un outil parmi d'autres pour garantir la continuité du pouvoir et la cohésion sociale. La complexité des rapports entre religion et politique se révèle ainsi dans les subtilités d'une histoire où l'ordre et la crainte s'entrelacent pour construire la société médiévale. C'est dans cette perspective que s'achève cette réflexion sur la conjonction entre foi et autorité, annonciatrice des nombreux défis qui accompagneront la transformation des sociétés européennes à l'époque moderne. Les suites de cette histoire invitent à poursuivre la réflexion sur l'héritage de l'Inquisition dans les relations entre croyance, pouvoir et société. Les mécanismes de contrôle spirituel et social. L'Inquisition, institution complexe installée dans l'Europe médiévale, s'est imposée comme un organisme chargé de veiller à l'orthodoxie de la foi catholique, tout en jouant un rôle central dans le maintien de l'ordre social. Ce système utilisait des méthodes variées, parmi lesquelles la peur tenait une place fondamentale. Cette crainte savamment orchestrée ne servait pas seulement à punir les déviances réelles, mais également à prévenir toute remise en question du pouvoir religieux et temporel. Au cœur des pratiques inquisitoriales résidait la procédure d'enquête rigoureuse menée à l'encontre des individus suspectés d'hérésie ou de pratiques contraires à la doctrine. L'accusation isolait la personne dans un contexte où la suspicion régnait en maître. L'interrogatoire, souvent long et minutieux, s'appuyait sur la collecte de témoignages et de preuves, réelles ou supposées. Ce processus renforçait l'effet dissuasif de l'Inquisition, puisque chacun pouvait se retrouver sous le regard scrutateur de cette institution à tout moment. La légitimité de l'Inquisition reposait sur la fusion étroite du pouvoir religieux et politique. Les autorités ecclésiastiques, conscientes de la nécessité de préserver la cohésion sociale, s'associaient avec les pouvoirs séculiers afin de légiférer et d'appliquer les peines. Cette collaboration garantissait que la peur induite par les sanctions touchait l'ensemble des couches sociales, du simple paysan aux élites intellectuelles. La menace d'excommunication, de confiscation de biens ou même de condamnation à mort faisait partie intégrante de ce système de contrôle. Le symbole de l'Inquisition était également renforcé par son instrumentation publique. Les édifices où se déroulèrent les procès et les exécutions étaient des lieux chargés d'une forte symbolique. Ils manifestaient la présence tangible de la justice divine sur terre. Ces espaces servaient à démontrer la puissance des autorités en place et à transformer la justice en spectacle destiné à impressionner la population et à affermir la soumission collective. Parmi les outils employés figure la notion de repentance imposée. Elle représentait un mécanisme psychologique et social par lequel l'individu devait reconnaître son erreur et accepter la discipline. Cette démarche, bien que souvent accompagnée de sanctions corporelles ou financières, visait avant tout à réintégrer le transgresseur dans le cadre normatif. Ainsi, la peur ne se limitait pas à une sanction immédiate, mais devenait un moyen de rééducation conforme aux objectifs de l'Inquisition. Le recours aux aveux, parfois obtenu par la contrainte, illustrait également les dimensions ambivalentes de cet appareil. Si des pratiques coercitives étaient dénoncées, leur emploi incarnait la volonté d'effacer les fissures dans l'édifice doctrinal. La confession d'un hérétique servait à justifier la mise en œuvre des peines et à démontrer publiquement la victoire de la norme sur la dissidence. Cette instrumentalisation de la peur prenait une valeur exemplaire et collective. En parallèle à ces méthodes judiciaires, l'Inquisition contrôlait étroitement la diffusion des idées. La censure des livres et des discours influençait la connaissance disponible, réduisant l'espace des pensées divergentes. Cette restriction participait à la création d'un univers fermé où seules certaines vérités étaient admises. Le monolithisme intellectuel résultant
maintenait le pouvoir spirituel en position de monopole et renforçait l'efficacité de la peur comme outil de domination. L'organisation hiérarchique de l'Inquisition reflétait également sa capacité à contrôler. À chaque niveau, des agents formés et fidèles surveillaient, recueillaient des informations et exécutaient les directives. Cette structure rigide et centralisée permettait d'unifier les modes d'action et de diffuser rapidement les décisions. Elle contribuait à renforcer la discipline interne et à garantir que la peur, en tant que mécanisme social, soit constamment entretenue et diffusée. Dans cette dynamique, il est important de souligner que l'Inquisition avait aussi des opposants et suscitait des critiques, même à l'intérieur de l'Église. Certains théologiens et intellectuels mettaient en garde contre les excès et les dérives possibles d'un système fondé sur la crainte. Néanmoins, son maintien pendant plusieurs siècles témoigne de son efficacité redoutable à façonner non seulement la foi, mais aussi le comportement social. Cette institution s'inscrivait dans un contexte historique où les tensions entre croyances, pouvoir et population étaient exacerbées par des changements profonds. La peur comme moyen de contrôle participait à assurer la stabilité dans un monde en mutation, où l'homogénéité doctrinale était perçue comme essentielle à la survie des communautés. La fusion des sphères divines et politiques offrait ainsi les conditions d'une domination légitime. En finalité, l'Inquisition apparaît comme un mécanisme complexe où la peur, loin d'être un simple instrument de répression, jouait un rôle structurant dans l'articulation entre foi et pouvoir. Elle assurait la continuité d'un ordre social fondé sur des valeurs précises, surveillait les frontières de la pensée acceptable et incitait à l'adhésion plus qu'à la révolte. Ce système, rigoureux et organisé, s'est inscrit durablement dans l'histoire en influençant la manière dont la société appréhendait la morale et la loi. Ainsi, les stratégies déployées par l'Inquisition révèlent une volonté profonde de maintenir non seulement la pureté de la foi, mais également la cohésion sociale par la mise en place d'un climat de peur contrôlé. Cette approche a façonné des comportements collectifs durables et renforcé la place centrale de l'Église dans les sociétés concernées, constituant un exemple majeur des liens entre religion et autorité politique. La réflexion sur ces mécanismes invite à comprendre comment les institutions peuvent manipuler l'imaginaire social pour asseoir leur domination. En poursuivant cette exploration, la prochaine étape consistera à analyser les conséquences culturelles et psychologiques de ces dispositifs afin de mieux saisir l'impact de l'Inquisition sur les mentalités et les transformations profondes qu'elle a engendrées au fil des siècles. Les figures clés de l'Inquisition, les inquisiteurs, figures centrales sur le terrain, étaient généralement des religieux issus des ordres dominicains et franciscains. Le choix de ces ordres n'était pas fortuit. Ils étaient reconnus pour leur discipline stricte et leur expertise théologique. Leur tâche consistait à enquêter minutieusement, interrogeant suspects et témoins dans le but de déceler la vérité. L'inquisiteur devait garder une rigueur méthodologique et un sens aigu de la procédure, bien que les méthodes employées suscitent souvent débat et critiques, en particulier du point de vue contemporain. Parmi eux, Bernard Guy, inquisiteur du début du XIVe siècle, demeure une figure emblématique, illustrant la complexité de la fonction à travers ses écrits et procès menés. Parallèlement à cette instance religieuse, on retrouvait dans certains territoires des autorités laïques investies d'un rôle administratif et répressif. Les rois et princes considéraient l'Inquisition comme un outil permettant de renforcer leur pouvoir en assurant la stabilité intérieure. Leur collaboration avec l'Église oscillait souvent entre pragmatisme et volonté d'exercer un contrôle sur les agissements religieux. En Espagne, par exemple, la monarchie des rois catholiques incarna cette double volonté: promouvoir l'unité religieuse tout en affirmant son autorité renouvelée. Les tribunaux inquisiteurs étaient alors dotés de pouvoirs étendus, mêlant l'administration de la justice et les affaires gouvernementales. Les témoins, souvent anonymes, complétaient ce tableau d'une justice secrète, incarnant la peur collective et la méfiance généralisée. Leur rôle dans les procès n'était pas seulement celui d'informateurs, mais parfois d'accusateurs motivés par des raisons personnelles ou communautaires. Cette dimension humaine soulignait combien l'Inquisition s'appuyait sur un système d'espionnage social, révélateur des tensions profondes au sein des sociétés médiévales et modernes naissantes. La peur d'être suspecté engageait ainsi chaque individu dans un réseau d'observation et de dénonciation qui servait les objectifs institutionnels. Les accusés, quant à eux,
étaient souvent des personnes marginales, minoritaires ou simplement différentes dans leurs croyances, en particulier les juifs convertis, appelés conversos, et les musulmans convertis, ou morisques. Leur présence au cœur des procédures met en lumière le caractère politique et social de l'Inquisition, qui ne se limitait pas à la seule orthodoxie religieuse, mais s'attaquait aussi à des identités jugées dangereuses pour l'ordre établi. Leur sort dépendait en grande partie de la volonté des autorités, mais aussi de facteurs locaux, ce qui engendrait des disparités considérables dans l'application des peines. Les légistes, spécialistes du droit canon, apportèrent leur savoir pour encadrer juridiquement les débats. Leur présence garantissait un semblant d'équité procédurale, même si le système inquisitorial rompt avec les principes modernes de la justice. Ils rédigeaient et analysaient les actes, veillant au respect des règles formelles instaurées par l'Église, participant ainsi à la normalisation et à la rationalisation des procédures jugées nécessaires pour maintenir l'ordre religieux. Cette rationalisation contribua à transformer la peur diffuse en une mécanique juridico-politique efficace. Enfin, il convient de souligner le rôle des agents exécutifs qui mettaient en œuvre les sentences prononcées, qu'il s'agisse d'emprisonnement, d'amende ou d'exécution capitale. En général, ces fonctions étaient assurées par les autorités locales ou des serviteurs de la justice civile, renforçant ainsi la coopération entre les sphères religieuses et étatiques. Cette alliance pragmatique permit à l'Inquisition de s'imposer durablement sur plusieurs siècles, devenant un outil majeur de gouvernance fondé sur la discipline et la surveillance. La peur devint dès lors un instrument d'ordre autant qu'un moyen de contrôle social. En résumé, l'Inquisition reposait sur un réseau complexe d'acteurs au rôle bien défini, mais souvent imbriqués. L'autorité du pape, la rigueur des inquisiteurs, l'appui des pouvoirs laïques, la fonction juridique des légistes, ainsi que la participation plus informelle des témoins et des exécutants, tissaient ensemble une structure où foi et pouvoir se confondaient. Cette alliance assurait que la peur, devenue une force politique et sociale, fut maniée avec efficacité pour maintenir l'unité doctrinale et la stabilité des sociétés concernées. C'est dans ce cadre que les événements à venir dévoileront d'autres dimensions de cet équilibre fragile, où le poids des croyances rejoint celui des stratégies politiques. Cette compréhension des figures et fonctions clés prépare le terrain pour explorer plus en détail les mécanismes concrets utilisés par l'Inquisition afin de maintenir l'ordre, ainsi que les conséquences à long terme de cette institution sur les SAR. Société européenne. Ce sera l'objet de la section suivante. Les mythes autour de l'Inquisition, les récits populaires au sujet de l'Inquisition ont souvent exagéré ou déformé la réalité historique, donnant naissance à une image largement associée à la cruauté aveugle et à la persécution impitoyable. Ces représentations tendent à oublier que l'Inquisition était autant un instrument de contrôle social et religieux qu'un système judiciaire, avec ses propres règles, procédures et limitations. Si l'idée d'une institution dénuée de toute nuance peut sembler convaincante, il convient d'analyser plus précisément les faits et de dissiper certains mythes persistants. La conviction que l'Inquisition employait systématiquement la torture à outrance pour extorquer des aveux est largement répandue. Cependant, l'usage de la torture s'inscrivait dans un cadre légal strict défini par le droit canonique. Elle était souvent soumise à des conditions précises et à une surveillance rigoureuse. Le but n'était pas d'infliger la souffrance gratuitement, mais d'obtenir des confessions qui devaient ensuite être confrontées à d'autres preuves. Cette procédure, certes brutale, ne correspondait donc pas au caricatural procès expéditif que l'imaginaire collectif évoque. Un autre mythe répandu concerne le rôle de l'Inquisition dans la lutte contre les hérésies. Il est commun de penser que celle-ci a détruit toutes les formes de dissidence, éradiquant toute pensée non conforme. Pourtant, les archives montrent que dans certains cas, l'Inquisition a laissé place à une certaine forme de tolérance, préférant la pénitence à la condamnation. Le but principal semblait être la restauration de l'ordre et de l'unité religieuse, plutôt que l'anéantissement total de l'adversaire. Des idées fausses nourrissent aussi l'image populaire quant au nombre de victimes. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le nombre de condamnations mortelles était relativement restreint par rapport aux autres époques et institutions de justice. Les chiffres avancés dans certains ouvrages sensationnalistes reposent sur des extrapolations hasardeuses
ou sur des sources biaisées. Une analyse rigoureuse conduit à constater que les exécutions n'étaient pas aussi fréquentes qu'on pourrait l'imaginer, même si chaque vie humaine perdue reste tragique. Le stéréotype de l'Inquisition comme une organisation homogène à travers le temps et l'espace est également trompeur. En réalité, son organisation, ses pratiques et vraisemblablement son degré de sévérité ont varié selon les régions et les époques. L'Inquisition espagnole, par exemple, ne fonctionnait pas de la même manière que ses homologues italiennes ou françaises. Ces différences ont souvent été occultées au profit d'une vision unifiée qui sert davantage un discours moral populaire que l'exactitude historique. L'influence des œuvres littéraires et artistiques dans la construction de la réputation de l'Inquisition est considérable. Des romans aux images iconiques, en passant par le cinéma, la transmission de cette mémoire collective a amplifié les aspects les plus sombres, reléguant au second plan les nuances essentielles. Par exemple, les représentations souvent sanglantes dans les œuvres du XIXe siècle ont contribué à fixer dans l'inconscient collectif l'Inquisition comme symbole de barbarie. Cette image s'est perpétuée sans que les découvertes historiques et les recherches récentes ne soient suffisamment prises en compte. Un point notable est l'association fréquente entre l'Inquisition et une prétendue volonté de la papauté à asseoir une domination politique exclusive. Bien que des aspects politiques aient évidemment existé, il est réducteur de voir l'Inquisition uniquement comme un outil purement politique. Son origine et son fonctionnement passent également par des considérations théologiques et sociales complexes, qui visaient un équilibre entre foi, ordre et puissance institutionnelle. Le fait d'ignorer cette complexité conduit à une compréhension trop schématique de cette institution. Les accusations souvent répétées sur la nature arbitraire et sans recours des procès inquisitoriaux méritent aussi un examen plus précis. Les procédures importères impliquaient en fait des règles de preuve, la possibilité de défendre sa cause et un système de recours en appel. Certes, la justice inquisitoriale n'était pas équivalente à notre conception moderne des droits de la défense, mais elle ne se résumait pas non plus à une séquence de jugements sommaires. Cette réalité contribue à nuancer les jugements moraux usuels. Le contexte religieux médiéval explique en partie le fonctionnement de l'Inquisition. Dans une époque où l'unité doctrinale était perçue comme un fondement nécessaire à la cohésion sociale, l'établissement d'un contrôle sur les croyances visait à prévenir le chaos et les conflits. La peur d'une désunion éclatant en querelles incessantes selon des différences idéologiques était une autre force motrice derrière les actions inquisitoriales. Ainsi, la peur, loin d'être seulement une arme de pouvoir, s'inscrivait dans une logique pragmatique de maintien de l'ordre. Le rôle de la peur, comme outil politique, mérite une attention particulière. La peur de la damnation éternelle était renforcée par la menace tangible des sanctions terrestres. Cette double pression participait à l'efficacité du système pour ordonner les comportements et diffuser un modèle social cohérent avec les objectifs religieux et politiques. Bien entendu, cette stratégie générait aussi souffrance et division, mais elle pouvait être perçue comme un compromis nécessaire dans un contexte instable. Il est aussi important de mentionner que l'Inquisition n'a cessé de susciter débats et critiques dès son apparition. Les contestations vinrent de diverses sphères, notamment intellectuelles, ecclésiastiques ou populaires. Ces débats indiquent que, même à son époque, cette institution n'était pas monolithique ni incontestée. La critique interne montre une diversité d'opinions sur sa légitimité, sa méthode et ses objectifs. Prendre en compte ces nuances offre une image plus riche que celle véhiculée par les récits unidimensionnels. Les documents historiques, mieux conservés et étudiés aujourd'hui, permettent d'avoir une vision plus équilibrée et complète. Ils révèlent l'existence d'acteurs aux motivations variées et d'une réalité complexe où se mêlent fermeté et pragmatisme. Ainsi, l'Inquisition apparaît à la fois comme un produit de son temps et un agent de transformation profonde dans les rapports entre foi et pouvoir. Réduire cet héritage à une simple caricature ne rend pas justice aux réalités multiples qui l'ont constitué. Il est essentiel de distinguer entre le mythe et la mémoire historique afin de mieux comprendre l'impact de l'Inquisition sur les sociétés européennes. Cette distinction contribue à corriger certaines idées reçues qui ont servi à construire une légende noire, souvent utilisée dans des débats contemporains dépassant le cadre strictement historique. Comprendre cette différenciation enrichit la réflexion sur la construction des récits collectifs
et des usages politiques de l'histoire. On peut également observer que dans certains contextes, l'Inquisition a agi en collaboration avec les autorités laïques, ce qui complexifie l'idée d'une institution purement religieuse. Cette interaction entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir civil révèle des stratégies partagées de contrôle social, où la peur, la loi et la croyance se renforcent mutuellement. Ce constat souligne l'importance de replacer l'Inquisition dans l'ensemble des mécanismes de gouvernance de son époque. Le phénomène de l'Inquisition illustre aussi les difficultés à maîtriser socialement la diversité en période de transition. La peur engendrée par l'inconnu, la tentation d'une uniformisation et la volonté de punir les déviances ont souvent dominé les réponses face à cet enjeu. Cela rappelle que la gestion politique et religieuse des différences a toujours impliqué des choix parfois durs, dont les conséquences se prolongent encore dans la mémoire collective. La réévaluation progressive de cette période permet désormais d'approcher l'Inquisition comme un objet historique, libéré en partie des filtres idéologiques. Elle invite à une réflexion sur les modalités de l'exercice du pouvoir et sur les limites imposées par la peur comme base d'un ordre social durable. Cette approche analytique, plus distanciée, aide à ne pas confondre justice, croyance et politique, tout en soulignant les tensions inhérentes à leur coexistence. Une autre perspective invite à considérer que l'Inquisition, malgré ses défauts majeurs, a parfois été un facteur de stabilité dans des sociétés exposées à de nombreuses crises. Sa capacité à imposer un cadre normatif a pu freiner certains conflits violents, au prix néanmoins d'une restriction des libertés individuelles. Ce paradoxe entre ordre et oppression est central dans la compréhension de cette institution, encore objet de débats passionnés aujourd'hui. Enfin, on ne peut ignorer l'impact durable de l'Inquisition dans l'imaginaire collectif, enregistré par les générations suivantes à travers des récits souvent dramatisés. Cette image s'est renforcée au fil du temps, nourrissant des stéréotypes qui perdurent malgré les recherches historiques récentes. La compréhension approfondie et nuancée que proposent aujourd'hui les historiens ouvre la voie à une lecture plus juste, débarrassée des excès du sensationnalisme. Ce travail d'analyse prépare ainsi l'avancée vers une exploration plus détaillée des mécanismes institutionnels et culturels qui ont façonné cette période complexe. Le droit et les procédures inquisitoriales. Le droit inquisitorial s'est construit dans un équilibre complexe entre autorité religieuse et impératifs politiques. Dès ses origines, l'Inquisition s'est dotée de règles précises visant à garantir un certain ordre au moment où la crainte de l'hérésie menaçait la cohésion sociale. La procédure inquisitoriale, tout en s'appuyant sur la doctrine chrétienne, s'inscrivait dans un cadre juridique qui distinguait soigneusement les étapes de l'enquête, de l'accusation et du jugement. Chaque phase était codifiée afin d'assurer la compétence des juges ecclésiastiques et leur impartialité en apparence. L'enquête se caractérisait par une discrétion rigoureuse. Les accusateurs pouvaient être anonymes. Ce choix visait à éviter les représailles ou les pressions extérieures. Toutefois, cette anonymisation renforçait aussi le mystère et l'inquiétude autour du procès, alimentant le climat de peur généralisée. La procédure s'appuyait sur la collecte méthodique de témoignages et d'aveux, souvent obtenus sous contrainte, dans un contexte où les normes judiciaires différaient fortement de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les preuves matérielles restaient rares, la parole des témoins ayant un poids prépondérant. Les juges inquisitoriaux suivaient un protocole strict. Ils interrogèrent non seulement la personne soupçonnée, mais aussi son entourage, dans un système où la suspicion pouvait s'étendre largement. La présomption d'innocence était souvent remise en cause par la nature même des accusations, considérée comme une menace pour l'ordre divin et social. Les procédures prévoyaient néanmoins certaines garanties formelles, telles que la possibilité pour l'accusé de se défendre, même si l'absence d'un avocat indépendant limitait cette défense. Ce dispositif visait à maintenir une apparence de justice tout en renforçant l'autorité ecclésiastique. Dans certains cas, le recours au doute raisonnable intervenait, mais celui-ci était souvent subordonné à la gravité des faits reprochés. Le lien entre foi et ordre imposait une vigilance accrue contre toute forme de déviation. Ainsi, la procédure inquisitoriale se voulait à la fois un outil juridique et un instrument moral destiné à protéger la communauté. L'enjeu dépassait le simple cadre judiciaire pour s'inscrire dans la préservation d'une société régie
par des valeurs religieuses strictes. L'utilisation de la peur comme moyen de contrôle social se traduisait clairement dans ces procédures. La menace de la sanction divine accompagnait la menace temporelle. La peur générée par les interrogatoires, la détention et les jugements publics jouait un rôle central dans la discipline sociale. Cette peur structurait non seulement les comportements individuels, mais participait également à la construction d'un ordre fondé sur la soumission à l'autorité religieuse et politique. Le mécanisme inquisitorial s'adaptait aux contextes locaux tout en maintenant une cohérence doctrinale. La centralisation progressive des tribunaux ecclésiastiques permit une uniformisation relative des pratiques tout en tenant compte des particularités régionales. Ces adaptations reflétaient un équilibre délicat entre le pouvoir papal, les autorités locales et les besoins d'efficacité administrative. Cette évolution montrait la flexibilité du système face aux défis posés par le maintien de l'ordre. La notion de procédure équitable, telle que comprise aujourd'hui, ne correspondait pas aux standards médiévaux. L'objectif principal demeurait la suppression de l'hérésie plutôt que la protection des droits individuels. Cependant, l'Inquisition se distinguait des accusations arbitraires par un souci apparent de rigueur formelle. Cette ambivalence caractérise l'histoire judiciaire inquisitoriale. D'un côté, une logique de contrôle sévère, de l'autre, une volonté de légitimation par le droit et la procédure. Dans la pratique, la durée des procès pouvait varier considérablement. Certains se concluaient rapidement, tandis que d'autres s'étalaient sur plusieurs mois. Cette variabilité dépendait des preuves accumulées et de la complexité des affaires. La place attribuée à l'aveu restait centrale. Il était souvent perçu comme la preuve ultime de culpabilité et condition préalable à une quelconque clémence. Cette importance donnée à l'aveu soulignait la dimension psychologique de la procédure. Les peines prononcées reflétaient la dualité entre justice religieuse et justice temporelle. L'Inquisition ne prononçait pas directement la peine capitale, mais remettait les condamnés aux autorités civiles pour l'exécution des sentences les plus sévères. Ce partage des responsabilités témoignait d'une collaboration étroite entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir laïque, renforçant par là même le lien entre foi et maintien de l'ordre social. Les archives conservées de ces procédures offrent aujourd'hui un aperçu précieux, mais aussi complexe, des pratiques inquisitoriales. Leur étude révèle une institution soucieuse d'efficacité et de continuité, mais aussi traversée par des ambiguïtés. Les règles juridiques mises en place visaient à encadrer un pouvoir redoutable, cherchant à concilier justice, peur et contrôle social. Ce paradoxe demeure au cœur de la compréhension historique de l'Inquisition. Il est intéressant de noter que certaines réformes successives tentèrent de limiter les abus. Au fil du temps, la centralisation administrative et les critiques internes conduisirent à modifier certaines procédures, visant une plus grande rigueur et un meilleur respect de certaines garanties. Ces ajustements témoignaient d'une prise de conscience progressive des limites du système inquisitorial, sans remettre en cause son fondement. La place accordée aux témoins dans le déroulement des procès implique également une réflexion sur les stratégies de pouvoir. Les dénonciations pouvaient être instrumentalisées, les rapports sociaux se transformant sous la pression de la peur. Cette dynamique contribua à un climat de méfiance généralisée qui affecta profondément les relations au sein des communautés concernées. Par ailleurs, le recours à des experts et à des théologiens permit d'affiner les accusations en s'appuyant sur des critères doctrinaux définis et transmis. Ces spécialistes jouèrent un rôle clé dans l'interprétation des faits et la définition des seuils d'hérésie. Cette dimension intellectuelle soulignait le caractère institutionnalisé et réfléchi de la procédure inquisitoriale, loin de l'image simpliste d'arbitraire souvent véhiculée. Le système inquisitorial établit ainsi une jurisprudence propre, avec des décisions récurrentes sur des cas semblables. Cette accumulation d'expérience favorisait une certaine standardisation des réponses judiciaires, renforçant le poids de l'Inquisition dans le paysage judiciaire médiéval et moderne. Ce corpus juridique contribua à asseoir sa légitimité tout en consolidant son autorité dans la société. La gestion des archives et la confidentialité des procédures révélèrent également une volonté de contrôle de l'image publique. L'Inquisition cherchait à éviter les débats publics trop exposés susceptibles de nuire à son prestige. Ce soin dans la gestion des informations témoignait d'une conscience politique aiguë, cherchant à préserver la stabilité sociale par un usage raisonné de la peur. Enfin, il convient de souligner que la complexité des procédures inquisitoriales
illustre le rôle ambivalent de la peur, à la fois comme moyen de répression et comme fondement d'un ordre perçu comme nécessaire. Cette dialectique entre justice et terreur caractérise profondément l'Inquisition, où la loi, la foi et le pouvoir s'entremêlent pour réguler une société en quête d'équilibre. Ceci prépare le terrain pour examiner plus en détail les conséquences humaines et sociales que ce système a engendrées, en particulier sur les individus accusés et sur la dynamique des communautés. La prochaine étape consistera à approfondir l'impact concret de ces pratiques sur la vie quotidienne et sur la mémoire collective. L'empreinte culturelle et sociale de l'Inquisition. L'Inquisition, institution autant redoutée que respectée, a profondément marqué non seulement les structures politiques et religieuses, mais aussi les mentalités et les pratiques sociales des régions où elle s'est implantée. Son empreinte culturelle et sociale dépasse largement l'époque médiévale, s'infiltrant dans les habitudes quotidiennes et les représentations collectives pendant des siècles. Comprendre cette influence nécessite d'examiner les mécanismes par lesquels la peur fut exploitée non seulement comme moyen de répression, mais aussi comme outil d'ordre et de légitimation. L'usage de la peur, loin d'être un simple instrument de terreur, a contribué à renforcer une certaine cohésion sociale autour de normes précises. En s'appuyant sur la crainte de l'hérésie, l'Inquisition imposait une discipline collective dont la portée dépassait la seule sphère religieuse. Elle participait à la définition des contours du pouvoir, en inscrivant la défense de la foi comme principe central du gouvernement. De cette façon, la peur, structurée et ritualisée, se trouvait intégrée au tissu institutionnel chargé de maintenir la stabilité. Les procès inquisitoriaux, souvent perçus aujourd'hui uniquement comme des spectacles de violence, jouaient également un rôle pédagogique. Ils exprimaient publiquement les limites permises et valorisaient la conformité à la norme. Ce dispositif participait à la construction d'une conscience collective autour de la distinction entre foi légitime et déviance dangereuse. De surcroît, l'institution héroïsait la lutte contre l'hérésie pour renforcer l'autorité morale de l'Église et justifier sa collaboration avec les pouvoirs séculiers. Le poids de l'Inquisition a donc contribué à transformer le rapport de la société à la vérité et à la justice. L'enquête et la confession, éléments centraux de la procédure, invitaient les individus à intérioriser l'idée d'une surveillance constante, réelle ou symbolique. Cette intériorisation se traduisait par une discipline personnelle fondée sur l'autocontrôle, réduisant ainsi les risques de déviance collective. La peur, en cela, dépassait la répression directe pour devenir un régime intérieur, une force normative diffusée de manière subtile et efficace. Sur le plan culturel, l'héritage de l'Inquisition se manifeste dans diverses formes d'expression. Les œuvres littéraires, artistiques ou philosophiques abordent fréquemment la question du doute, de la vérité et de la répression. Ces thématiques ancrées dans l'histoire inquisitoriale nourrissent un imaginaire complexe où se croisent crainte, défiance et quête de sens. Ainsi, certaines constructions narratives visent à déconstruire les représentations fantasmées de l'Inquisition, tandis que d'autres perpétuent les mythes qui l'entourent. L'impact social fut particulièrement visible dans les pratiques communautaires. La surveillance mutuelle, induite par le climat d'insécurité, affectait les relations interpersonnelles. Les réseaux familiaux et villageois devenaient à la fois refuges et mécanismes de contrôle, favorisant le maintien d'une orthodoxie sociale rigoureuse. Cette dynamique contribuait à limiter les actes de contestation ou d'innovation, tout en consolidant une identité collective fondée sur la loyauté à une foi considérée comme universelle. Par ailleurs, les juridictions inquisitoriales modifièrent aussi les modes de gestion du pouvoir local. La collaboration entre autorités religieuses et civiles permit une centralisation accrue, facilitant l'exercice d'une gouvernance fondée sur la surveillance, la punition et parfois la réhabilitation. Cette configuration politique engendra des effets durables sur le fonctionnement des institutions, où l'efficacité du contrôle social devint un enjeu central, parfois au détriment des libertés individuelles. L'organisation même de l'Inquisition, avec ses tribunaux permanents, instaura une présence constante capable d'assurer une veille permanente sur les populations. Cette continuité permit d'établir des archives détaillées, sources précieuses pour la connaissance historique, mais aussi symbole d'une mémoire institutionnelle qui renforçait la permanence du pouvoir. La reproduction de cette structure, à travers différentes époques,
illustre sa capacité à s'adapter tout en conservant sa fonction principale. Il est également important de noter que, si l'Inquisition s'est souvent présentée comme une défense de la pureté doctrinale, elle s'inscrivait dans un contexte plus large de rivalité politique et de gestion des conflits. La peur y servait souvent d'outil pour éliminer des opposants ou affirmer la suprématie d'un camp sur un autre. Cette ambivalence entre croyance et calcul politique complexifie l'analyse et fait de l'Inquisition un phénomène multidimensionnel qui dépasse la simple aseptisation religieuse. Les pratiques inquisitoriales introduisirent aussi une normalisation des comportements sociaux à travers des interdits précis. La peur de la sanction renforça la diffusion de normes touchant non seulement la foi, mais aussi les mœurs individuelles et collectives. Cette discipline sociale engendra une certaine uniformité culturelle, mais aussi un climat de méfiance et de surveillance permanente, où chaque déviation devenait un risque à éviter pour préserver ordre et sécurité. Sur le long terme, la mémoire de l'Inquisition s'est transformée en un récit ambivalent, oscillant entre dénonciation des excès et reconnaissance de son rôle dans la structuration des sociétés européennes. Cet héritage complexe continue d'influencer les débats contemporains sur les relations entre pouvoirs religieux, politiques et droits individuels, invitant à une réflexion approfondie sur les mécanismes de contrôle social et leurs conséquences. Cet examen permet d'apprécier la portée durable de l'Inquisition au-delà de son image souvent simplifiée, en éclairant les liens entre la peur institutionnalisée et la construction de l'ordre social. Il ouvre la voie à une meilleure compréhension des dynamiques historiques qui ont façonné nos sociétés modernes. Cette analyse conduit naturellement à explorer les adaptations et résistances qui ont suivi son déclin, préparant ainsi la transition vers les transformations de la période suivante. La coexistence de la peur et de la foi, le contexte historique, montre que l'Inquisition naît dans un monde médiéval, où la foi, au sens de la croyance en Dieu et en ses commandements, est le fondement même de l'ordre social. La menace de l'hérésie n'est pas perçue uniquement comme une erreur de doctrine, mais comme un danger existentiel capable d'ébranler l'unité de la chrétienté. Les institutions ecclésiastiques disposent d'un vaste pouvoir judiciaire, appuyé par l'autorité politique pour enquêter, juger et condamner ceux qui s'écartent des dogmes. La peur du châtiment divin est renforcée par celle des sanctions humaines, souvent sévères, ce qui contribue à créer un climat d'inquiétude constante. La manière dont cette crainte s'articule avec la foi est complexe. Pour le croyant, le respect des commandements divins repose sur une confiance fondée sur des promesses spirituelles. Toutefois, la peur devient un moteur comportemental lorsque les autorités religieuses incitent à la vigilance permanente, à la dénonciation et à la soumission. La fonction répressive de l'Inquisition ne se limite pas à la punition. Elle instaure un ordre moral qui, paradoxalement, se construit à partir du syndrome de la peur collective. Cette peur structure les relations sociales et intimes. Elle influence les rituels religieux et la manière dont les individus perçoivent leur propre foi. Les méthodes de l'Inquisition, quand bien même elles varient selon les régions et les époques, s'appuient là souvent sur des procédures d'enquête qui provoquent une suspicion généralisée. Les confessions obtenues sous la contrainte, les dénonciations anonymes, les interrogatoires, sont autant d'éléments qui alimentent un climat de méfiance. L'angoisse de l'accusation pourrait pousser chacun à surveiller ses proches, ses voisins et à s'autocensurer dans l'expression de ses croyances. C'est ainsi que la peur devient non seulement un moyen de maintien de la doctrine officielle, mais aussi un facteur d'autorégulation au sein des communautés. D'un point de vue théologique, l'Inquisition prétend incarner la justice divine sur terre, exposant la lutte contre l'hérésie comme une guerre sainte. Cette dimension sacralise le pouvoir exercé et lui confère une légitimité qui dépasse la simple autorité temporelle. La peur de la damnation éternelle est mobilisée pour persuader les fidèles de revenir dans le giron de l'Église. Pourtant, cette même peur génère chez certains une profonde inquiétude spirituelle, une incertitude parfois douloureuse sur la miséricorde divine. Ainsi, la tension entre clémence et rigueur divine se reflète dans les pratiques inquisitoriales et dans le vécu religieux des individus. Il est important de considérer que l'Inquisition ne se limite pas à une époque ou à un lieu unique. Elle s'est étendue à divers royaumes européens, chacun adaptant les méthodes et la rigueur selon son contexte politique et social. Par exemple, en Espagne,
Cette institution joue un rôle majeur dans la consolidation de l'unité religieuse et politique, tandis qu'en Italie, elle répond à des enjeux un peu différents, notamment face aux critiques intellectuelles et aux mouvements réformateurs. Chaque expérience inquisitoriale participe à façonner un rapport particulier entre foi et peur, mêlant croyances sincères et stratégies de pouvoir. Les archives historiques révèlent aussi une évolution des mentalités au fil des siècles. Alors que l'Inquisition atteint son apogée entre le XVe et le XVIIe siècle, la contestation des autorités religieuses et le développement des idées humanistes contribuent à assouplir les pratiques et à remettre en question le rôle de la peur institutionnelle. Ce phénomène accompagne le passage à une société où la religion conserve un rôle central, mais où le contrôle exercé par la peur est peu à peu remplacé par d'autres formes de régulation sociale. Cette transition souligne bien la place ambivalente de l'Inquisition dans l'histoire, à la fois gardienne d'une foi et instrument de pouvoir. Il convient également de souligner que les effets de l'Inquisition dépassent largement le cadre religieux. La peur instaurée agit sur les dimensions juridiques, culturelles et psychologiques des sociétés concernées. Les procès inquisitoriaux ont souvent des conséquences lourdes, non seulement pour les accusés, mais aussi pour leurs familles et leurs communautés. L'empreinte laissée par cette institution influence durablement les mentalités et les rapports entre individus. La peur comme outil de contrôle social devient ainsi un élément structurant de la vie collective, où la foi se trouve souvent liée à la peur et la peur à la foi. Par ailleurs, il faut évoquer la manière dont les récits sur l'Inquisition ont traversé les siècles, parfois déformés ou amplifiés. Le mythe de l'Inquisition comme une machine exclusivement brutale et sanguinaire, sans nuance ni contexte, s'est répandu dans la culture populaire. Pourtant, une analyse rigoureuse des sources historiques permet de distinguer les réalités nuancées de cette institution. Certains actes sont en effet terribles, mais ils s'inscrivent dans une logique propre à leur époque, où la notion de justice diffère de la nôtre. Cette distance historique est nécessaire pour comprendre comment la peur pouvait fonctionner comme levier à la fois religieux et politique. La peur a donc incarné une forme d'autorité invisible, portant les contours de la foi jusqu'à façonner les consciences. Elle n'a pas seulement fait pression sur les individus, elle a aussi participé à la construction collective d'une identité chrétienne définie contre la menace de l'hérésie. Ce processus a influencé non seulement les pratiques religieuses, mais aussi celles du vivre ensemble. À travers les rituels, les discours et les institutions, cette double dynamique de peur et de foi s'est inscrite dans la durée, marquant profondément les sociétés concernées. En définitive, la période inquisitoriale illustre une complexité où la peur ne peut être perçue comme un simple instrument de répression, mais comme un élément constitutif du rapport au sacré et au pouvoir. Cette coexistence singulière a permis de maintenir un ordre social fondé sur la crainte partagée, tout en nourrissant un attachement profond à la foi. La compréhension de ce mécanisme invite à envisager l'Inquisition non seulement comme une époque d'intolérance, mais aussi comme un moment où la peur et la croyance s'entrelacent pour créer un système cohérent et durable. C'est dans cette perspective que s'ouvre la réflexion sur les formes contemporaines où la peur accompagne souvent la foi, même sous des formes différentes, et modifie les rapports entre les individus et les institutions. Ainsi, la coexistence de la peur et de la foi sous l'Inquisition ouvre une voie d'exploration essentielle, soulignant combien ces deux dimensions peuvent s'influencer mutuellement, façonnant bien au-delà du cadre strictement religieux des comportements et des mentalités. Cette histoire ancienne éclaire les dynamiques profondes qui continuent à traverser les sociétés modernes, invitant à observer avec nuance les liens complexes entre croyances, autorité et peur, poursuivant le fil d'une réflexion qui conduit naturellement à interroger les héritages du passé dans le monde d'aujourd'hui. L'Inquisition face aux hérésies et aux dissidences. L'Inquisition, institution instituée dans le but de préserver l'unité religieuse, s'est imposée comme un acteur majeur dans la lutte contre les hérésies et dissidences qui menaçaient la stabilité des sociétés médiévales et modernes. Sa fonction première était d'identifier, d'examiner et de sanctionner toute forme de déviance doctrinale qui s'écartait des dogmes établis, car elle considérait ces écarts non seulement comme un danger spirituel, mais aussi comme une menace pour l'ordre social. Pendant plusieurs siècles,
L'Inquisition a ainsi exercé un contrôle rigoureux sur les croyances et les pratiques des individus, en intervenant souvent à partir d'informations fournies par la population elle-même ou des autorités ecclésiastiques locales. Cette institution s'appuyait sur un système d'enquête et de procédures judiciaires complexes, où la recherche de la vérité devait être encadrée par des règles précises, bien que la rigueur de ces règles ait varié selon les périodes et les lieux. L'Inquisition ne se limitait pas seulement à la condamnation des hérétiques. Elle jouait également un rôle préventif en dissuadant par la peur toute tentative d'écarter la doctrine officielle. Le recours à la menace d'une sanction, parfois corporelle voire mortelle, s'inscrivait dans une logique de maintien de la cohésion religieuse et sociale, soulignant ainsi la convergence entre foi et pouvoir. Le terme même d'hérésie recouvrait une diversité d'idées et de mouvements. Certaines hérésies touchaient à des interprétations particulières des textes sacrés. D'autres remettaient en cause l'autorité du clergé ou proposaient une vision alternative du salut. Par exemple, les cathares au Moyen-Âge, avec leur rejet du monde matériel considéré comme mauvais, incarnaient une dissidence radicale face à l'Église dominante. L'Inquisition fut particulièrement active dans ces régions où de telles croyances avaient pris racine, usant de ses prérogatives pour enrayer la propagation de ces mouvements et imposer une orthodoxie stricte. Cependant, au-delà de la seule répression, l'Inquisition participe aussi à un processus de standardisation religieuse. Elle soumettait les idées à un examen rigoureux pour distinguer ce qui pouvait être accepté dans la tradition chrétienne de ce qui devait être rejeté, contribuant ainsi à construire une identité commune chrétienne. Cette fonction normatrice s'accompagnait de la mise en place d'une surveillance fine des dissidences, à travers des réseaux d'informateurs et de confessionnels qui facilitaient la détection des comportements déviants. Paradoxalement, cette surveillance renforçait aussi l'emprise de l'Église dans la société. L'Inquisition n'était pas un dispositif uniforme. Selon les régions, son organisation variait. Elle s'adaptait aux contextes politiques, sociaux et culturels locaux. Par exemple, l'Inquisition espagnole, établie à la fin du XVe siècle, avait une portée et une intensité spécifiques, influencées par les dynamiques de l'État naissant et ses ambitions d'unification religieuse. Cette Inquisition était notamment connue pour sa persistance et sa rigueur, appliquant des procédures qui pouvaient durer plusieurs années, à la recherche de preuves souvent basées sur la dénonciation et l'aveu obtenu parfois sous contrainte. Le rôle de l'Inquisition s'étendait aussi sur le plan intellectuel. Elle infléchissait la production théologique, littéraire et scientifique en imposant des limites à la liberté de penser. Les textes jugés dangereux ou contraires à la doctrine étaient soumis à l'index, une liste de livres interdits, et des auteurs pouvaient être condamnés ou censurés. Cette censure contribua à façonner un paysage culturel où la conformité aux normes religieuses dominait, réduisant les marges de manœuvre pour les réflexions alternatives ou critiques. La peur, instrument central de l'Inquisition, jouait un double rôle. Elle servait à ancrer l'autorité de l'Église en rappelant les conséquences graves d'une déviance, mais elle favorisait aussi une atmosphère de méfiance et de contrôle social renforcé. La crainte des dénonciations entraînait souvent des comportements autocensurés, où les individus évitèrent de s'aventurer sur des terrains théologiques incertains. Ce climat de peur formait un mécanisme d'ordre qui dépassait la seule sphère religieuse, affectant profondément la vie quotidienne et les relations communautaires. Les archives de l'Inquisition nous révèlent des cas variés, allant de simples dissidents à des réseaux organisés présentant un réel défi à l'autorité. Les procès témoignent souvent d'une procédure méthodique, même si elle pouvait manquer d'équité selon les normes contemporaines. L'objectif principal restait la restauration de la paix religieuse et sociale, ce qui explique la persistance de méthodes strictes et la volonté d'éradiquer les idées considérées comme subversives. Cette austérité reflète une époque où la stabilité collective primait sur les droits individuels à la liberté de conscience. Il est important de noter que certaines réformes internes à l'Église ont modifié la nature et l'intensité des interventions inquisitoriales au fil du temps. La contre-réforme, en particulier, renforça le rôle de l'Inquisition comme instrument de contrôle doctrinal, mais aussi comme moyen de renouvellement moral et spirituel. Ce processus illustre la complexité de l'Inquisition, qui ne peut être réduite à une simple machine de répression, mais doit être appréhendée dans son contexte historique mêlant enjeux religieux, politiques et sociaux.
En conclusion, l'Inquisition s'inscrit dans une dynamique où la peur et la foi s'entrelacent pour structurer un ordre. Entre préservation de la pureté doctrinale et contrôle des pouvoirs en place, cette institution a contribué à déterminer les contours de la chrétienté en lutte contre ces dissidences. Le souvenir de l'Inquisition reste aujourd'hui marqué par les débats sur la liberté, la tolérance et le pouvoir, nous invitant à comprendre comment la peur a pu devenir un outil puissant au service de l'autorité religieuse et politique. Cette analyse préparera le terrain pour aborder les conséquences plus larges de ces mécanismes, notamment sur les sociétés contemporaines, dans la suite de notre exploration. Le poids politique de l'Inquisition. L'Inquisition, souvent perçue uniquement comme une institution religieuse chargée de défendre la foi, revêt également une dimension politique fondamentale qui mérite une attention particulière. Son poids politique s'est affirmé au fil des siècles, s'inscrivant dans un contexte où le pouvoir cherche à s'assurer un ordre social stable en s'appuyant sur des mécanismes de contrôle et d'autorité. La peur, intimement liée à l'Inquisition, devient alors un instrument efficace pour maintenir une structure de pouvoir rigide et dissuader toute remise en question de ce pouvoir. Dès ses origines, l'Inquisition s'est imposée comme un appareil judiciaire destiné à traquer l'hérésie, qui était perçue non seulement comme une menace spirituelle, mais également comme un danger pour la cohésion politique des sociétés concernées. La foi et le pouvoir s'entrelacent profondément, car en affirmant la pureté doctrinale, les autorités renforcent leur légitimité. En ce sens, l'Inquisition dépasse la simple répression religieuse. Elle sert à modeler une population conforme aux normes établies par les détenteurs du pouvoir. L'instrumentalisation de la peur se trouve au cœur des stratégies de l'Inquisition. Par la crainte des sanctions, des interrogatoires et parfois des punitions exemplaires, elle impose une discipline sociale tacite mais efficace. Cette peur collective agit comme un levier politique, réduisant les velléités de contestation ou de dissidence. Ainsi, l'Inquisition s'inscrit dans un système de surveillance généralisée où la population intériorise une forme d'autocontrôle, anticipant les conséquences de tout écart supposé. Le contexte historique de l'Inquisition est également marqué par des alliances entre l'Église et les puissances séculières. Ces dernières, en confiant à l'Inquisition une partie de leur capacité répressive, voient dans cet outil un moyen d'asseoir leur domination sans recourir directement à la force militaire. L'Inquisition agit alors comme une sorte d'auxiliaire politique, mettant en œuvre une justice religieuse qui se double d'une justice de l'État, contribuant à homogénéiser les populations par une régulation morale stricte. On observe à travers les siècles une évolution dans l'administration de l'Inquisition, reflétant les besoins politiques changeants des pouvoirs en place. Certaines périodes voient une intensification des procédures inquisitoriales correspondant à des moments d'instabilité politique ou de menaces perçues. L'Inquisition adapte ses pratiques pour répondre aux défis du contrôle social, tout en s'inscrivant dans une légitimité légale et religieuse soigneusement établie. Il est important de noter que la peur ne fonctionne pas seulement par la menace explicite, mais aussi par son potentiel symbolique. Les rumeurs, les récits de condamnation publique et le souvenir des procès célèbres alimentent cette atmosphère inquiétante qui contribue à une discipline morale collective. Cette terreur diffuse s'avère un élément tout aussi essentiel que les actes concrets pour le maintien de l'ordre. Le pouvoir se nourrit ainsi d'un équilibre subtil entre visible et invisible, entre ce qui est sanctionné et ce qui est simplement suggéré. Le rôle des inquisiteurs reflète aussi cette complexité. Ces figures investies d'autorité manipulent avec prudence cette peur institutionnelle, tout en agissant dans un cadre rigoureusement structuré où chaque étape du procès vise à renforcer la crédibilité de l'institution et la soumission des individus. Leur pouvoir réside moins dans la brutalité que dans la légitimité conférée par leur mandat, ce qui renforce l'emprise politique sur la société. Afin de comprendre pleinement la portée politique de l'Inquisition, il convient également d'examiner ses effets à long terme sur la société. Cette institution a permis de cimenter une forme d'ordre social fondée sur des principes qui transcendent la religion, touchant des questions d'allégeance, d'identité collective et de discipline civile. En cela, l'Inquisition agit comme un catalyseur de centralisation politique dans plusieurs régions, contribuant à l'émergence d'États modernes capables d'exercer un contrôle renforcé sur leurs sujets. L'analyse de certains cas historiques illustre cette interaction entre foi et pouvoir. Par exemple, dans la péninsule ibérique,
l'Inquisition est devenue un instrument clé du pouvoir monarchique, participant activement à la consolidation de l'autorité royale et à la gestion des minorités religieuses. Ce processus a façonné durablement les structures politiques locales, soulignant que l'Inquisition dépasse le simple tribunal religieux pour devenir une force politique majeure. De la même manière, dans le Saint-Empire romain germanique, l'institution inquisitoriale s'inscrit dans une géopolitique complexe, où la religion sert de prétexte à des rivalités entre princes et empereurs. La répression de l'hérésie s'accompagne d'une volonté de stabiliser les territoires et d'assurer la fidélité à l'autorité centrale. Ce double objectif spirituel et politique confère à l'Inquisition une importance stratégique qui dépasse les frontières confessionnelles. Plus largement, il faut considérer l'Inquisition comme un phénomène à la croisée des enjeux religieux, sociaux et politiques. Son efficacité repose sur la capacité à fusionner ces dimensions pour imposer un ordre jugé nécessaire pour la survie et la cohésion des communautés. La peur devient ainsi non seulement un moyen de contrôle, mais aussi un moteur de la stabilité politique, s'inscrivant dans une logique où l'autorité s'entretient par la conscience collective d'une menace commune. À travers le prisme de l'Inquisition, on perçoit combien les mécanismes de pouvoir peuvent s'appuyer sur des croyances profondément ancrées, utilisant la religion comme une légitimation pour des actions dont la finalité est avant tout politique. Ce mélange des genres ne doit pas être vu comme une simple alliance opportuniste, mais comme un phénomène structurel qui a influencé durablement l'histoire européenne. Enfin, il importe de souligner que la mémoire de l'Inquisition continue de susciter des débats, non seulement pour son héritage religieux, mais aussi pour son rôle politique. La compréhension de cette institution dans sa complexité historique permet d'éviter les simplifications excessives et d'appréhender les mécanismes subtils par lesquels la peur a été instituée au service du pouvoir. Cette réflexion prépare le terrain pour une analyse plus approfondie des conséquences culturelles et sociales de l'Inquisition, que nous aborderons dans la suite de ce parcours. La fin progressive de l'Inquisition. La disparition progressive de l'Inquisition résulte d'un enchevêtrement complexe de transformations sociales, juridiques et politiques qui se sont étalées sur plusieurs siècles selon un crescendo de changements fondamentaux. L'Inquisition, instaurée au Moyen Âge pour sauvegarder la pureté de la foi, a progressivement perdu sa légitimité au fil des évolutions de la société européenne. Au départ, elle symbolisait le pouvoir unificateur et divin de l'Église catholique, un mécanisme institutionnalisé destiné à combattre l'hérésie perçue comme une menace directe pour l'ordre religieux et social. Cependant, ce pouvoir qui s'appuyait sur la terreur et le contrôle s'est peu à peu heurté à des forces qui remettaient en cause la nature même de cette autorité. L'un des principaux facteurs à l'origine du déclin de l'Inquisition fut la montée des idées humanistes et la diffusion du rationalisme. Ces courants, qui prônèrent pas la liberté intellectuelle et la raison comme critères essentiels, ouvrirent la porte à une critique plus approfondie des méthodes inquisitionnelles, notamment la torture et les condamnations arbitraires. De plus, la réforme protestante, fondamentalement opposée à certaines pratiques de l'Église catholique, mit en lumière les abus et les excès de l'institution inquisitoriale. Cela provoqua un schisme religieux, mais aussi un questionnement plus global sur la légitimité d'un pouvoir religieux capable d'empiéter sur les droits individuels et les lois civiles. Sur le plan juridique, les procédures rigides et secrètes appliquées par l'Inquisition furent progressivement confrontées à de nouvelles exigences en matière de justice et de transparence. L'évolution des systèmes judiciaires dans plusieurs royaumes européens instaura des garanties fondamentales qui limitaient l'arbitraire, telles que le droit à une défense effective, la nécessité de preuves tangibles et l'interdiction de la torture dans certaines juridictions. Ces avancées compromirent à la capacité de l'Inquisition à mener ses enquêtes de manière clandestine et impunie, révélant ainsi les incohérences et les dérives de son fonctionnement. Par ailleurs, les changements politiques jouèrent un rôle crucial dans la fin de l'Inquisition. Le renforcement des États-nations, avec l'affirmation d'une autorité souveraine distincte de celle de l'Église, réduisit considérablement l'emprise de cette dernière sur les affaires civiles et pénales. Les monarques, cherchant à affirmer leur pouvoir et leur indépendance, encouragèrent souvent la réduction des prérogatives inquisitoriales, percevant l'Inquisition comme un corps potentiellement dangereux capable de saper leur autorité. Cette dynamique permit d'inscrire dans le temps
un recul du rôle judiciaire de l'Église au profit de juridictions laïques. L'Inquisition espagnole, la plus célèbre et la plus durable, illustre bien ces tensions et ces évolutions. Malgré son immense pouvoir durant plusieurs siècles, elle commença à perdre de son influence à partir du XVIIe siècle. Le processus de modernisation de l'Espagne, conjugué à la pression extérieure et aux critiques internes, provoqua un affaiblissement progressif de son contrôle social. Enfin, lorsque le siècle des Lumières s'imposa, avec ses idéaux de tolérance, de liberté et de respect des droits naturels, l'Inquisition fut perçue comme un vestige d'un passé obscurantiste incompatible avec la société nouvelle. L'abolition officielle de l'Inquisition dans plusieurs territoires européens résulte donc d'une convergence de facteurs. La volonté de réformer les institutions sur des principes plus humains et rationnels, l'influence croissante des philosophies modernes, la montée des pouvoirs politiques laïques et la critique religieuse en constituèrent les moteurs principaux. Le processus fut lent et parfois violent, mais il s'inscrivit dans la logique historique d'émergence des sociétés modernes, où le recours à la peur comme pilier de l'ordre social fut de moins en moins acceptable. Il est nécessaire de souligner que, malgré cette disparition officielle, certains vestiges de la mentalité inquisitoriale subsistèrent dans les pratiques et mentalités collectives longtemps après. La peur de l'hérésie et la stigmatisation sociale continuèrent à marquer certaines communautés, témoignant de l'empreinte durable laissée par des siècles de contrôle religieux autoritaire. Cette transition entre un ordre ancien, fondé sur la crainte, à une société davantage marquée par des valeurs de l'égalité et de droits individuels, atteste d'un changement profond dans la conception du pouvoir. En somme, la dissolution de l'Inquisition représente une étape majeure dans l'histoire de l'Europe, illustrant le passage d'un régime où la foi et la peur dominaient au mécanisme d'une modernité juridique et politique qui privilégiait la raison et la justice. Ce cheminement complexe rappelle que les institutions ne disparaissent jamais brutalement, mais évoluent en fonction des contextes sociétaux, révélant ainsi les tensions permanentes entre croyance et pouvoir, ordre et liberté. Il ouvre aussi la réflexion sur la manière dont les sociétés gèrent les instruments de contrôle social, pour maintenir la paix ou, au contraire, renforcer la division. Les événements qui suivirent la fin de l'Inquisition montrèrent clairement cette bascule entre ancien et nouveau monde. Les Lumières mirent en avant les principes de tolérance et de liberté de conscience, promouvant la séparation des pouvoirs et limitant radicalement l'intervention religieuse dans les affaires publiques. Ces changements posèrent dans les bases d'une société plus ouverte où la diversité des opinions était tolérée, permettant ainsi le développement de la démocratie moderne. Le recul des institutions comme l'Inquisition fut donc bien plus qu'un phénomène isolé, il fut une pièce maîtresse dans le vaste puzzle de la transformation européenne. Les réformes juridiques engagées à partir du XVIIIe siècle élargirent les droits des citoyens et instaurèrent des normes universelles contre la torture et les procédures secrètes. Les parlements et assemblées nationales devinrent les garants de ces nouvelles règles, en imposant un contrôle accru sur les pratiques judiciaires. La transparence et la responsabilité publique devinrent des valeurs cardinales, limitant fortement les abus de pouvoir d'antan. Dès lors, la justice ne pouvait plus être un instrument de terreur, mais devait remplir son rôle de garant de droits égaux pour tous. Au-delà des transformations institutionnelles, cette période est également marquée par un changement profond dans les mentalités et les croyances collectives. La science et la raison remplacèrent peu à peu les explications mystiques, modifiant la perception de la vérité et du savoir. Ce bouleversement mit en cause les dogmes affectant la religion et la politique, transformant profondément le lien entre l'individu et l'autorité religieuse. Les souverains eux-mêmes durent s'adapter à ce nouvel environnement intellectuel, refusant de voir leur pouvoir réduit par des institutions incontrôlées. Dans certains cas, la tension entre Église et État demeura forte, notamment dans les pays où l'Inquisition s'était enracinée solidement. Cependant, même là, la volonté de modernisation et les pressions européennes finirent par triompher. L'abolition officielle des tribunaux d'inquisition au XIXe siècle, souvent gravée dans les textes législatifs, symbolisa la reconnaissance d'un principe fondamental. La sécurité des citoyens ne devait pas reposer sur la peur ou la répression, religieuse, mais sur des règles justes et universelles. Cette évolution marqua une étape décisive dans l'histoire des droits humains.
La mémoire historique de l'Inquisition transmise à travers les siècles rassemble une mosaïque complexe où se mêlent faits réels, mythes et représentations symboliques. Cette mémoire rappelle le double rôle joué par l'Inquisition en tant que gardienne de la foi et outil politique, mais aussi en tant que facteur d'injustice et de violence institutionnelle. Comprendre ce passé permet ainsi de mieux appréhender les implications des mécanismes de pouvoir, quand ils s'appuient sur la peur et le contrôle social. À cet égard, le lent effacement de l'Inquisition illustre la capacité des sociétés humaines à évoluer vers des modes d'organisation plus équitables. Toutefois, la réflexion qui s'impose est de ne pas considérer cette disparition comme une fin absolue, mais comme un moment de transition fragile. La tentation d'instrumentaliser la peur au service de l'ordre ou du pouvoir demeure un défi universel. L'expérience historique de l'Inquisition rappelle combien il est nécessaire de maintenir un équilibre entre respect des croyances, liberté individuelle et contrôle des institutions. Ce questionnement reste pertinent aujourd'hui dans des contextes où des tensions semblables peuvent réapparaître sous d'autres formes. Ainsi, cette dernière phase de l'Inquisition incarne un basculement du Moyen-Âge vers l'ère moderne. Un passage marqué par la remise en cause des dogmes immuables et l'émergence d'un idéal nouveau fondé sur la raison, la tolérance et la justice. Ce processus fut lent, difficile et parfois contradictoire, reflétant la complexité des sociétés humaines en quête d'un ordre juste. La disparition de cette institution ne fut pas une simple extinction, mais une transformation profonde ayant jeté les bases des systèmes judiciaires contemporains. Le rapport entre foi et pouvoir, central dans l'histoire de l'Inquisition, s'en trouva profondément modifié. Là où la peur servait autrefois de moyen principal pour maintenir l'ordre, des valeurs légalistes, humanistes et démocratiques prirent peu à peu le relais. La séparation progressive entre l'Église et la justice civile permit l'émergence d'un espace public où la croyance personnelle pouvait coexister avec le respect des droits fondamentaux, malgré les tensions persistantes. Ce changement structurel marqua un tournant dans la manière dont les sociétés conçoivent leur organisation politique et sociale. En conclusion, la fin de l'Inquisition représente un jalon historique majeur, révélateur des mutations profondes traversant l'Europe entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. Ce processus met en lumière la nécessité de comprendre les racines sociales, politiques et juridiques des institutions, ainsi que leurs interactions avec les mentalités collectives. Cette analyse invite à réfléchir sur les mécanismes anciens du contrôle et aux défis contemporains liés à l'exercice du pouvoir dans des sociétés pluralistes. Le récit de l'extinction progressive de l'Inquisition prépare désormais le terrain pour examiner plus avant les transformations qui façonnent le monde moderne et les nouveaux rapports entre foi et politique. Réflexion sur la peur comme instrument de l'ordre. L'histoire de l'Inquisition illustre avec une clarté particulière la manière dont la peur a pu être intégrée comme un levier de pouvoir au sein des structures sociales. Née dans un contexte où la foi chrétienne s'était imposée comme une force dominante, cette institution a cherché à conserver l'orthodoxie religieuse en s'appuyant sur la peur de la condamnation éternelle et des sanctions temporelles. Cette double nature, mêlant croyances et mécanismes de contrôle, crée un exemple complexe et fascinant d'utilisation de la peur comme instrument d'ordre. Le développement de l'Inquisition, successive et multifacette, s'est manifesté au travers de plusieurs épisodes historiques, notamment en Espagne, en Italie et en France. Chaque région y a apporté ses spécificités, mais un point commun réside dans la volonté d'exclure toute forme de dissidence, par la détermination à éradiquer ici le hérétique, là l'hérésie. Ce processus n'a jamais été simplement ponctuel. Il est devenu un mode de gouvernance pérenne, consolidant le pouvoir des autorités religieuses et royales. La peur s'installe alors comme une force silencieuse, agissant sur l'ensemble de la société. Il convient de noter que l'Inquisition utilisait, dans ses méthodes, des procédures juridico-ecclésiastiques strictes, établies à partir de règles codifiées. Malgré son apparente rigueur formelle, son fonctionnement associait souvent la suspicion à un climat de terreur latente. Les interrogatoires, la collecte de témoignages anonymes, le recours à la torture physiquement et psychologiquement éprouvante étaient des mécanismes visant à diviser et à soumettre les populations. Cette manière de faire a accentué le sentiment d'insécurité générale et la peur du prochain. Par ailleurs,
la dimension religieuse restait centrale dans l'argumentaire des inquisiteurs. La peur d'une damnation éternelle construite selon les dogmes de l'Église catéchisait la population. Cette terreur métaphysique, bien distincte de la simple crainte des sanctions physiques, constituait une justification morale et spirituelle à l'existence même de l'Inquisition. Elle unifiait sous une bannière commune la société chrétienne censée lutter contre les forces du mal, légitimant de ce fait l'usage du pouvoir coercitif. Il est également important de voir que la peur instituée ne s'adressait pas uniquement aux individus en marge, mais se diffusait à travers toutes les couches sociales. Ce climat se traduisait notamment par une autocensure des discours et par la surveillance mutuelle entre voisins ou membres d'une même communauté. La peur d'être dénoncé, d'être regardé avec méfiance amplifiait la tension collective. On observe ainsi une diffusion multiple et protéiforme de la peur comme outil efficace au maintien de l'ordre idéologique et politique. Les conséquences de cette stratégie fondée sur la peur sont multiples et s'inscrivent aussi bien dans le temps court que dans le temps long. À court terme, elle a permis de neutraliser rapidement les oppositions visibles, d'éviter des soulèvements et de renforcer l'autorité des instances religieuses et royales. Mais à long terme, elle a laissé un héritage profond dans la mémoire historique, une empreinte d'oppression et d'intolérance difficile à effacer. La peur a ainsi contribué à façonner des rapports sociaux où la méfiance pouvait régner durablement. Toutefois, il serait réducteur de présenter l'Inquisition uniquement sous l'angle oppressif. Certains historiens soulignent également la volonté de préserver une certaine cohésion sociale et doctrinale. Dans un monde en mutation rapide, marqué par des divisions doctrinales et les politiques, cette institution a tenté d'instaurer un cadre stable où régnaient des règles définies, même si parfois drastiques. Le recours à la peur, en tant que moyen d'assurer la paix publique, renvoie à des dilemmes fondamentaux sur la nature et les limites du pouvoir. L'étude de l'Inquisition invite aussi à une réflexion plus large sur le rôle que la peur peut jouer dans d'autres systèmes de pouvoir et à différentes époques. Que ce soit sous des formes religieuses, politiques ou sociales, la peur agit comme un ressort puissant pour ordonner les comportements et prévenir l'anarchie. Mais elle peut aussi engendrer des dérives autoritaires. Comprendre cette dialectique est essentiel pour analyser la construction des normes et des autorités à travers l'histoire. Enfin, ce retour sur l'Inquisition rappelle que la peur, instrument de pouvoir, est toujours ambivalente et ambiguë. Si elle peut protéger un ordre établi, elle soulève constamment la question de l'équilibre entre sécurité collective et liberté individuelle. L'exemple historique de l'Inquisition illustre ainsi à quel point ce fragile compromis a souvent basculé du côté du contrôle excessif, jusqu'à altérer profondément les liens sociaux et humains. Cette analyse invite à considérer avec attention l'usage et les effets de la peur dans les systèmes actuels. À mesure que se dessine cette réflexion, il apparaît que le recours à la peur comme instrument de l'ordre n'est jamais un simple choix tactique, mais un phénomène inscrit dans des dynamiques complexes, mêlant croyances, pouvoir et société. Cette compréhension permet d'élargir la perspective sur les mécanismes de domination passés et présents, préparant ainsi une transition vers une analyse plus contemporaine des rapports entre peur, contrôle et liberté.